Merci beaucoup. Donc, je n'ai que 15 minutes pour vous faire ça. Donc, je vais essayer absolument de respecter le temps. J'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, l'analgésie préemptive, il faut d'abord donner la définition. Cette diapo elle est un peu austère, il y a beaucoup de trucs à lire. Mais il faut définir de quoi on parle, sinon on ne va pas parler de la même chose, parce qu'il y a une différence entre l'analgésie préemptive et préventive. Donc l'analgésie préemptive, c'est un concept qui date des années 90, c'est un concept ancien, dont l'idée était d'empêcher les influx nociceptifs qui viennent des zones lésées de sensibiliser le système nerveux central. Donc l'idée, c'était d'empêcher la sensibilisation centrale, pardon. Et donc l'idée, c'était que d'administrer un traitement avant la lésion tissulaire, c'est-à-dire avant la chirurgie. L'idée, c'était la théorie, c'était supérieur à administrer un traitement après la lésion chirurgicale et que ça pourrait réduire la sensibilisation centrale et donc ça pourrait réduire la douleur post-opératoire, les consommations d'analgésiques. Donc c'était basé sur ce principe-là, c'est que vous savez que quand il y a une lésion, donc une chirurgie, eh bien, il y a une cascade de sensibilisation périphérique avec la synthèse de tout un tas de molécules, dont des prostaglandines, qui font la triade classique chaleur, rougeur, douleur. Bon. Et ensuite, c'est transmis par le ganglion dorsal de la moelle jusqu'à la moelle, et là, il peut y avoir une sensibilisation centrale. L'idée de l'analgésie préemptive, c'est d'empêcher ça en donnant par un traitement qui serait avant la lésion. Alors ça, c'est donc là, c'est une illustration de la même idée au niveau du récepteur du ganglion dorsal de la moelle, c'est la même chose. Donc c'est une vision qui est très physiologique et mécanistique de la transmission et de la modulation des influx nociceptifs. Ça, c'était l'hypothèse. Comment ça s'est traduit dans la littérature ? Dans la littérature, les essais cliniques, ils ont en fait été assez décevants quand il a fallu commencer à faire de l'analgésie préemptive. Ça, c'est une étude de 2005, une méta-analyse qui a regardé finalement, qui a repris toutes les études et qui a regardé qu'est-ce qui se passe quand on fait de la préemptive. Et vous voyez que finalement, il n'y a que la péridurale. Les autres médicaments, il n'y a pas d'effet ou des effets qui sont modérément intéressants. Et donc, quand on est passé aux études cliniques, c'était assez décevant l'analgésie préemptive. Il y a une étude assez récente, une méta-analyse assez récente qui reprend la même chose. Donc là, ils ont regardé l'ensemble des traitements préemptifs pour la douleur post-op. Méta-analyse en réseau, donc 13 000 patients, comme vous le voyez. Ils ont regardé plusieurs items. Je vous en ai mis qu'un, mais ça, c'est la consommation de morphine à 24 heures. Bon, ils ont regardé d'autres items comme les douleurs. Bon, alors c'est illisible, je sais bien, mais même de près, je vous rassure, c'est illisible. Ce que je vous encourage de regarder, c'est la colonne ibuprofène. Si on croise la colonne ibuprofène avec la colonne placebo, on est là. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Et c'est la meilleure case du tableau, on gagne 2,27 mg de morphine sur 24 heures. Donc, c'est des interventions qui ont certes un effet. Si vous regardez purement les statistiques, c'est statistiquement significatif. C'est probablement pas cliniquement relevant. Moins 2,27 mg de morphine sur 24 heures, je pense que le patient il va pas s'en rendre compte. Donc, pourquoi, en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi, finalement, c'était décevant quand on est passé à la clinique sur l'analgésie préemptive. Probablement parce qu'on avait une vision un peu trop étroite. Et que le problème, il est plus large. Alors, un des problèmes, c'est celui-là, c'est que si on regarde la douleur post-opératoire immédiate, ça ne s'arrête pas au post-opératoire immédiat, en fait. Ça, c'est une étude de Valeria Martinez, publiée cette année. C'est une grosse étude européenne sur 18 hôpitaux européens et qui donc a regardé l'incidence des douleurs post-op à 6 mois. Eh ben, l'incidence globale, elle est de 10%. Donc la chronicisation de la douleur post-op, on est d'accord. Et ça dépend des chirurgies, on le savait déjà, mais vous voyez quand même que sur une prothèse de genou, par exemple, c'est 13%. Et on atteint des chiffres qui sont importants. Et donc, peut-être que ce qu'il faut faire, ce n'est pas de l'analgésie préemptive qui a une vision à très court terme, 24-48 heures, mais qu'il faut faire une prise en charge qui soit plus globale parce qu'il faut s'intéresser aussi aux conséquences à long terme. Et c'est pour ça que dans la littérature, il y a eu une espèce de switch avec plein d'appels. Alors là, je vous ai mis tout un tas d'exemples d'éditoriaux qui ont été publiés en disant, voilà, on va lâcher la préemptive, on va passer à la préventive, à l'analgésie préventive. Alors, et c'est quoi la différence ? L'idée de l'analgésie préventive, et vous m'avez vu venir, c'est qu'en fait, on va englober tout le périopératoire. Et donc, c'est que les études sur l'analgésie préemptive, comme je vous ai dit, c'était des effets à court terme, le traitement administré soit en pré, soit en post-opératoire. L'analgésie préventive, on va plutôt s'intéresser à tout le parcours périopératoire
L'idée, c'est de contrôler la douleur en post-op immédiat, mais aussi de prévenir la chronicisation de ces douleurs. Ce qui veut dire que ce qui va être important, c'est le médicament en tant que tel qu'on administre, d'accord? Mais c'est aussi la durée pendant laquelle on va l'administrer et le moment auquel on va l'administrer pour essayer de contrôler le post-op immédiat, mais aussi plus tardivement. Alors, du coup, si on parle d'analgésie préventive, eh bien, il faut s'intéresser aux déterminants de la douleur post-opératoire, parce qu'on sait que si on est douloureux en post-opératoire, eh bien, c'est là qu'on va avoir un risque de se chroniciser. Alors, les déterminants, on les connaît. Les déterminants préopératoires avant la chirurgie, c'est, on le sait, le facteur de risque le plus important, c'est les patients qui sont douloureux en préopératoire. Et encore plus ceux qui sont douloureux en préopératoire et qui consomment des otalgiques pour cette douleur. Ces patients-là, ils seront hyperalgésiques de base. Eux, ils sont à fort risque de douleur post-opératoire. Ceux qui ont une chirurgie préopératoire. Et puis après, tout ce qu'on englobe un peu dans les facteurs psychologiques au sens large. Mais en tout cas, les patients qui ont un catastrophisme notamment, ces patients-là seront plus à risque de douleur post-op. Après, il y a tous les facteurs sur lesquels on peut, nous, agir en préopératoire. C'est la douleur. Et donc, évidemment qu'un patient, on le sait aujourd'hui, un patient qui est douloureux en post-opératoire immédiat, il a beaucoup plus de risques qu'un autre que cette douleur se chronicise. Et donc ça, c'est notre job. Il faut qu'on fasse en sorte que quand on réveille les patients, ils ne soient pas douloureux. L'inflammation, on peut aussi agir là-dessus. La chirurgie, évidemment que ça crée de l'inflammation et on peut agir là-dessus. L'hyperalgésie, on peut agir là-dessus, je vais vous en parler après. Et les traumatismes nerveux. Alors, les traumatismes nerveux, c'est lié aux chirurgiens, mais il y a de la littérature qui montre que, par exemple, en chirurgie thoracique, c'est vrai aussi sur les césariennes, par exemple, quand les chirurgiens changent leur type d'incision, eh bien, on a moins de douleurs post-opératoires, simplement parce que l'incision qui est différente, il y a moins de lésions nerveuses et donc moins de risque de lésions neuropathiques. Donc, c'est très vrai en chirurgie thoracique. C'est vrai aussi sur des choses plus abdominales comme la césarienne. Donc, comment on va faire pour faire de l'analgésie préventive et essayer d'éviter cette chronicisation de la douleur post-op et d'essayer de réduire la douleur post-op immédiate? D'abord, on suit les recos de l'ASFAR. Les recos de l'ASFAR, elles nous disent depuis 2016 qu'il va falloir identifier les facteurs de risque post-opératoire de la chronicisation de la douleur post-op dès la consultation d'anesthésie. Donc, je ne sais pas comment sont vos consultations d'anesthésie, mais dans la consultation d'anesthésie, si elle est informatisée, vous pouvez mettre une case qui est est-ce que vous avez recherché s'il y avait des facteurs de risque de douleur post-opératoire et cocher la case parce que comme ça votre collègue il va voir que lui il va falloir lui proposer un truc personnalisé parce qu'il a des facteurs de risque. Donc ces facteurs de risque, on vient de les donner, c'est des facteurs de risque liés aux patients. Donc il y a déjà ça à faire. Ensuite, évidemment qu'il faudra s'alarmer si en post-opératoire vous avez une prolongation inhabituelle de la douleur, c'est sûr. Si en plus cette douleur, vous avez l'idée de faire un score DN4, elle a une composante neuropathique. Donc là, on cumule un peu les problèmes. Donc faire un score DN4, c'est très simple. Vous pouvez me faire un DN2, il n'y a plus que 2 questions. Demandez si au patient, sa douleur, c'est un type de brûlure, par exemple, ou s'il y a une hypoesthésie associée. Faire un DN4, c'est très simple, ça peut se faire en salle de réveil. S'il y a une composante neuropathique dès le post-opératoire sur une douleur qui est inhabituelle, il va falloir s'alarmer parce que probablement que cette douleur, elle va durer longtemps. Ensuite, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, et puis bon, ce n'est pas le sujet là, parce qu'on pourrait faire un topo d'1 heure sur ça, mais évidemment, il y a l'hyperalgésie due aux opiacés. Donc, vous connaissez tous ce schéma, vous l'avez vu des millions de fois, je pense. Les opiacés, on s'en sert parce que ça agit sur le récepteur mus, ça inhibe la nociception, ça fait de l'analgésie, c'est un effet de courte durée, c'est pour ça qu'on utilise les opiacés. Mais de façon indissociable, ça active les récepteurs NMDA. Et ça fait de l'hyperalgésie. Et les récepteurs NMDA, ils sont déjà activés par les chirurgiens. Donc, il va falloir utiliser un inhibiteur des récepteurs NMDA. Et vous connaissez évidemment le chef de file, c'est la kétamine. Mais je profite de ce schéma pour vous dire que vous voyez bien que les récepteurs NMDA, ils sont activés par la chirurgie, ce qui veut dire qu'il faudrait les bloquer avant, ce qui veut dire qu'il faut faire la kétamine avant l'incision chirurgicale. C'est important parce que sinon, les récepteurs NMDA, ils vont déjà être activés par la chirurgie et vous allez avoir plus de mal pour les bloquer. Donc, il faut les bloquer en amont. Et idéalement, la question, elle m'est souvent posée, idéalement, il faut même les bloquer avant de faire les opiacés. Alors, évidemment, ça peut poser des soucis de faire de la kétamine chez un patient éveillé. Il y a des effets secondaires, c'est vrai. Donc, il faut faire une balance bénéfice-risque. Mais si on reste juste sur le schéma théorique, il faudrait faire la kétamine avant les autres médicaments. Donc la kétamine, je vous remets les recommandations de l'ASFAR, vieux logo de l'ASFAR, excusez-moi.
La kétamine, ça reste l'antihyperalgésique de choix. C'est le seul qui a montré vraiment une efficacité dans la littérature. Donc, il est recommandé sur les chirurgies à risque de douleur aiguë et intense. Et ça, c'est de l'analgésie préventive. Et particulièrement sur les patients, et c'est sûr sur les patients qui sont vulnérables, surtout ceux qui consomment des opiacés au long cours ou qui sont toxicomanes aux opiacés. Les doses qui sont recommandées là, c'est 0,5 mg/kg à l'induction et ensuite en administration continue, plus ou moins. 0,5 mg/kg, c'est un peu beaucoup. Et la littérature plus récente, c'est plutôt un peu moins, c'est plutôt 0,2, 0,25. 0,5, vous aurez des effets psychodysleptiques, surtout si vous le faites chez un patient éveillé. La kétamine, alors il y a énormément d'études pour vous montrer que ça réduit les consommations de morphine, ça réduit les scores de douleur, ça allonge le délai de la première demande antalgique, ça réduit les nausées et vomissements, ça réduit l'hyperalgésie. C'est au prix, certes, d'effets secondaires qui peuvent être des hallucinations et des cauchemars. Il faut bien avoir ça en tête. C'est un effet secondaire qui existe. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais sur l'analgésie préventive, eh bien, non seulement ça a des effets post-opératoires immédiats, mais vous avez un effet sur la chronicisation. Et c'est le seul antihyperalgésique pour lequel on a des données solides pour dire que ça diminue le risque de chronicisation de la douleur post-op. Les autres médicaments, les résultats, ils sont beaucoup moins probants. Donc, on a une diminution du risque de chronicisation de douleur post-op quand on fait de la kétamine. Et ça, c'est de la vraie analgésie préventive pour le coup. Et c'est encore plus vrai si vous sensibilisez ça. C'est ce que je vous ai dit avant, c'est des patients qui consomment des opiacés. Ça, c'est de la chirurgie du dos. Des patients qui ont une douleur chronique, c'est normal, c'est pour ça qu'ils se font opérer, qui consomment des opiacés. Kétamine versus placebo. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Alors bon, c'est américain, donc les doses de... Regardez pas les doses absolues d'opiacés parce qu'elles sont monstrueuses et elles font peur. Mais c'est parce que c'est américain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les différences. Vous voyez que on regarde les consommations de morphine à 24 heures. Elles sont nettement baissées dans le groupe kétamine, même si en absolu, les doses font un peu peur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à 6 semaines, eh bien, on a une réduction très importante des consommations de morphine. Et donc, on a un effet prolongé de la kétamine sur des patients qui consommaient des opiacés en préopératoire. Et donc là, on a vraiment gagné. L'analgésie préventive, c'est donc ma dernière diapo, je vais être dans les temps. Donc, il faut le penser globalement, c'est-à-dire que c'est les analgésiques et les antihyperalgésiques. Il faut absolument rechercher des facteurs de risque chez tous les patients. Vous savez que dans tous les domaines qui nous concernent aujourd'hui, anesthésie réa, on va vraiment de plus en plus vers la médecine de précision et la médecine personnalisée. C'est-à-dire que les cancérologues, ils font ça depuis très longtemps. Et nous, on commence à y arriver. De plus en plus en réanimation, on nous parle que de médecine personnalisée. Bien, ça va être vrai en douleur aussi. Donc, on n'applique pas un protocole, une recette de cuisine qu'on va appliquer chez tout le monde. On va faire des protocoles personnalisés en fonction du facteur de risque du patient et en fonction de la chirurgie. L'analgésie de base, évidemment, s'il n'y a pas de contre-indication, paracétamol, INS, néfopam. L'antihyperalgésique kétamine, surtout si vous avez des facteurs de risque, un patient qui consomme des opiacés, une chirurgie longue, etc., etc. Après, évidemment que l'ALR, c'est évidemment notre meilleur allié, je ne vais pas vous l'apprendre, pour faire de l'analgésie préventive. Donc l'ALR, si c'est possible, ou l'AIDO-IV dans la situation où c'est possible. Et dans tous les cas, tout ça, ça s'intègre avec un seul objectif, c'est de réduire les consommations d'opiacés péropératoires, puisque je vous ai montré, si vous vous rappelez le schéma initial, que les opiacés, ça va créer de la douleur post-opératoire de façon paradoxale. Voilà, j'ai fini pile dans les temps et je fais juste une petite pub pour la SFAR à Marseille au mois de janvier prochain. Allez-y, ça va être super bien.